beaucoup de cette invitation, de cette effervescence que l'on sent dans ces universités d'été, ou je ne sais pas exactement comment vous appelez ça. Je crois que nous sommes compagnons de route à plus d'un titre, à la fois dans ce que nous essayons de construire et également dans la dimension internationale de ce que nous essayons de construire, universaliste, dans ce message à la fois pour nous et pour l'ensemble du monde. Et se retrouver dans des temps comme ça, où j'étais hier en Belgique avec les écolos belges, ou au mois de juin à Barcelone avec Ada Colau, Manuela Carmena, les maires de Valparaiso au Chili, de Berkeley en Californie, ou avec des gens d'attaque d'ailleurs au deuxième contre-sommet anti-CETA à Grenoble en 2017, il y avait eu le premier à Barcelone en 2016, ou au contre-sommet européen en octobre à Bruxelles, au moment où Paul Magnette a fait grincer un peu la machine internationale dans l'approbation du CETA. Tout cela contribue à donner de l'énergie pour faire émerger le monde que nous essayons de faire émerger. Donc, merci beaucoup pour cette invitation et le travail qui est construit ici. Quelques mots pour vous dire que je ne vais pas vraiment parler de Grenoble. Si vous voulez entendre parler de Grenoble, plus que la mousse que vous entendez peut-être dans les médias, puisque dès qu'on bouge une oreille, il y a quand même une certaine exposition médiatique, vous pouvez aller sur le site Grenoble, une ville pour tous, où vient d'être produit un bilan un peu mis en perspective des 3 premières années de mandat, d'une situation qui est effectivement singulière, puisque le Rassemblement citoyen de gauche écologiste qui a gagné à Grenoble en 2014 est la première expérience en France, en tout cas, d'une ville qui est c'est une ville moyenne, c'est la 10e à peu près ville aire urbaine de France. On est à peu près, donc avec Rennes, 10e, au-dessus il y a Strasbourg, au-dessus il y a les grosses qui font plus d'1 million d'habitants, Nantes, Nice et consorts, et puis derrière il y a Montpellier, Rouen, Toulon. Donc une ville de taille relativement moyenne, mais qui induit aussi des réflexions qui sont différentes d'expériences municipales extrêmement riches, comme celle qui se passe à Saillant, comme celle qui se passe à Ungersheim et autres, et que vous connaissez également sans doute. Voilà, donc pour vous dire que je ne parlerai qu'assez peu finalement de Grenoble. Pour réfléchir aux alternatives que nous pouvons construire, il faut d'abord évidemment avoir une idée du diagnostic, où nous sommes, dans quoi nous sommes. Geneviève vient d'en présenter évidemment un panorama assez exhaustif, et à la fois on sent une envie d'optimisme et un certain pessimisme plombant. J'ai été élu au conseil régional de Rhône-Alpes avec Yves Pacalet, qui est un philosophe accompagnateur du commandant Cousteau, qui a écrit un livre qui s'appelle « L'humanité disparaîtra, bon débarras ». Et c'est vrai qu'il y a pas mal de discours où quand on fait le constat de tout ce qui ne va pas, où on se dit que bon, bah voilà, ça va pas forcément être réjouissant. Je voudrais pointer, moi, un diagnostic sur 2 éléments. Le premier, c'est que, à l'inverse de ce que nous pensons souvent, nous ne sommes pas dans une crise de pénurie, nous sommes au contraire dans une crise de l'excédent. Et comme à chaque fois qu'il y a de l'excédent, avec l'excédent naît la crise de répartition. Et donc ça c'est fondamental, je crois, comme lecture du diagnostic dans lequel nous sommes. Nous sommes dans une crise de l'excédent parce que là où auparavant, quand il y avait de l'excédent, nous faisions du beau, des cathédrales, nous faisions on faisait des feux de camp, les sociétés primitives qui détruisent leur excédent alimentaire pour ne pas avoir à le gérer, parce qu'il vaut mieux détruire l'excédent plutôt que de se poser la question de qu'est-ce qui va être induit par la gestion de l'excédent. Nous sommes dans une situation d'excédent, on parle du dérèglement climatique. Pour le dérèglement climatique, notre problème, c'est pas le manque d'énergie, notre problème c'est qu'il faut qu'on laisse 80% de l'énergie fossile disponible sous terre. On en a trop. L'énergie du soleil, on en a trop. La nourriture, le foncier, on en a trop. L'eau, c'est en circuit fermé sur Terre, donc on en a largement assez. Notre problème est un problème de pollution, et un problème de gestion, de crise de répartition, d'appropriation, mais n'est pas un problème de pénurie. Le deuxième, c'est qu'il y a une crise évidemment démocratique.
mais que cette crise démocratique, finalement, elle n'est pas si grave. Hein. La démocratie est le pire des systèmes, à l'exception de tous les autres. La démocratie est en crise depuis l'invention de la démocratie. L'invention de la démocratie grecque, les prémices de la démocratie grecque sont remontées aux prémices sumériens. C'est dès les premières décennies une crise démocratique. C'est-à-dire qu'au bout de 20 ans, les gens ils vont plus voter. On est obligé de les payer pour voter. Après on est obligé de leur mettre des amendes, et puis les amendes ils s'en foutent. La carotte suffit plus, le bâton suffit plus, on est obligé de faire des rafles, hein, avec des tentures qui sont donc des tissus teintés, et donc on passe dans la rue, et ceux qui sont marqués de rouge, ils vont voter. Et donc la démocratie est consubstantiellement en crise. Pourquoi? Parce que c'est une organisation humaine. Et donc en permanence elle se réinterroge sur elle-même, en permanence elle se questionne. Hein, nous sommes là évidemment en ayant une pensée forte pour Pablo Solón. Mais Solon, son antécédent grec, du tout début du VIe siècle avant Jésus-Christ, il est dans les prémices de la démocratie en train de prendre des mesures radicales de crise. Hein, et à l'époque, c'est pas totalement anodin à notre histoire d'aujourd'hui, c'est le problème majeur d'Athènes, c'est l'esclavagisme pour dette. Quand vous êtes en situation de dette et que vous ne pouvez plus rembourser, vous devenez esclave. Et donc il y a un problème parce qu'il y a de plus en plus de gens qui deviennent esclaves, et donc lui arrive. Et donc en 500, je ne sais plus combien, 92 ou 13, avant Jésus-Christ, il rompt ça, il change la loi, il abolit l'esclavage pour dette et il libère ceux qui ont été rendus esclaves pour des problèmes de dette. Donc le pont entre les deux Solons est sans doute radicalement intéressant, mais notre démocratie est de façon logique, inhérente, consubstantielle, en crise. Donc deux crises, crise de l'excédent. C'est nouveau, ça fait quelques siècles. Crise de la démocratie, c'est inhérent à notre système démocratique et c'est le pire à l'exception de tous les autres. Voilà pour ce que je voulais dire sur le diagnostic. Après, il nous faut penser ce que nous voulons. Et là-dessus, je vais rebondir sur ce que disait Geneviève tout à l'heure dans son introduction, en me présentant, en disant que j'étais à sa droite. À sa droite d'un point de vue purement géographique. Merci. Mais je crois qu'il est intéressant de penser finalement dans quelle dimension, dans quel système de pensée nous nous inscrivons. Il y a évidemment un axe gauche-droite, il y a un axe de ceux qui veulent la justice sociale et ceux qui veulent la société du mérite, occultant tous les paramètres initiaux qui tordent cela. Donc ça, évidemment, c'est un axe gauche-droite. Cet axe de justice sociale, là où Amartya Sen dit que la justice, c'est quand l'injustice recule, cette lutte pour les injustices, contre les injustices, est un combat gauche-droite. Mais il nous faut enrichir notre schéma de pensée et sortir de cette logique gauche-droite. Et c'est bien ce qui a été finalement perçu dans les interventions, ce que j'ai perçu dans les interventions. On pourrait citer évidemment quelque chose qui est assez facile, mais nous avons un clivage autour des mœurs, les conservateurs et les modernes. On en a vu un exemple frappant en France avec évidemment le mariage pour tous. On espère en faire émerger un autre avec la légalisation du cannabis, mais nous avons là évidemment quelque chose qui est important en termes de gestion des mœurs. Est-ce qu'on est conservateur ou est-ce qu'on est moderne? Et ça change des clivages gauche-droite. Évidemment, on l'a bien senti également dans les débats. Nous avons un troisième axe qui est également au cœur des débats en ce moment, entre les souverainistes nationalistes, non pas les souverainistes alimentaires, mais les souverainistes nationalistes, et les localistes régionalistes pro-européens et internationalistes. Donc ça, c'est une troisième grille de lecture qui est là aussi tout aussi clivante et dont il faut que l'on parle, parce qu'elle est tout aussi structurante que sans doute l'axe gauche-droite. Nous avons, ça a été rappelé, et c'est le problème qui aujourd'hui éloigne Pablo Solón de nous, le combat entre les productivistes et ceux qui luttent contre le dérèglement climatique, ceux qui luttent pour la justice climatique, ceux qui gèrent les ressources que nous devons gérer en bien commun, que sont l'eau, le foncier, les matières premières, la biodiversité et l'énergie, évidemment.
Et donc là, il y a un quatrième axe de clivage. J'ai eu, au début de mon mandat, un échange assez dur avec la CGT Énergie, qui pourtant sur bien d'autres aspects a évolué. Hein, et j'ai aussi fait une conférence avec Philippe Martinez sur décroissance et prospérité, donc les choses évidemment évoluent, mais avec des représentants syndicaux qui m'ont lu une déclaration disant que bon, les économies d'énergie, ça suffisait, on avait plein d'énergie et il fallait produire. Donc il y a là, évidemment, un clivage entre les productivistes, qu'ils soient de gauche ou de droite, et les environnementalistes, on va dire, ou ceux qui se soucient de l'avenir de la planète et des problématiques de justice sociale qui sont induites par les dérèglements climatiques aujourd'hui. Et puis, je finirai avec deux axes qui sont également importants et structurants, liés sans doute à la démocratie dont je parlais tout à l'heure. Le premier, c'est est-ce qu'on est centralisateur, planificateur, on va dire issu d'un pouvoir fort, ou est-ce qu'au contraire, on est plutôt pro d'une société qui va de bas en haut, organisée par subsidiarité, pensant que finalement les choses vont s'organiser là, et puis qu'il nous faut penser des systèmes jusqu'au système national et international, mais qui finalement ne sont pas dans une logique de nous allons traverser la crise avec un pouvoir fort, un cap fort, et c'est cela qui va entraîner dans cette logique dirigiste. On voit bien que Macron, typiquement, est dans cette logique de grand Manitou qui trace la route, et donc dans un pouvoir central. Moi, en tant que maire, je suis aujourd'hui très tendu et broyé par cette recentralisation du pouvoir. Et dernier élément, qui n'est pas anodin également, c'est sommes-nous anthropocentriques ou sommes-nous dans une relation que vous semblez voir émerger dans les propos de Geneviève, où finalement l'homme est une créature parmi les autres de la nature, et on peut reconnaître à la nature des droits qui ne sont pas utilitaristes, c'est-à-dire qui ne sont pas au service de l'homme. Et donc là, on voit bien que tout ce qui émerge autour des dynamiques de la terre-mer en Amérique du Sud vient heurter aussi beaucoup des gens qui peuvent être de gauche, progressistes sur les mœurs, pro-environnementalistes et faisant attention au changement climatique, mais ça vient heurter, ce sixième axe vient heurter ceux qui pensent que en fait, nous sommes là, l'espèce dominante, et qu'il faut juste assurer notre survie, et ceux qui disent que peut-être que en fait, on n'est pas forcément, notre condition humaine elle-même ne se retrouve pas pleinement dans cette vision anthropocentrique. Donc élargissons notre horizon quand nous pensons juste sur un axe gauche-droite, nous finissons bloc contre bloc, et ce bloc contre bloc n'a pas permis de faire émerger aujourd'hui le monde de demain. Il nous faut aussi penser stratégie, évidemment. Penser stratégie, et là aussi, il y a plusieurs alternatives. Est-ce que nous sommes en défense de ce que nous avons conquis précédemment ? Donc là, voilà, c'est la lutte sociale, nous sommes en défense, nous cherchons à défendre ce que nous avons acquis, défendre dans toutes les formes ce que nous avons acquis, avec un combat, mais qui du coup, si on est en train de défendre, par définition, ça veut dire qu'on n'est pas au pouvoir, d'une part, et qu'on est attaqué, d'autre part. Alors c'est vrai, on est attaqué, évidemment, la crise des finances publiques n'est jamais qu'une attaque du monde financier pour venir soumettre l'ensemble des services publics au secteur marchand, et même bien plus que l'ensemble des secteurs publics. Tout cela, on ne va pas revenir dessus. Donc le monde libéral continue d'avancer fortement. Mais est-ce que c'est notre axe premier de réflexion? Il pourrait y avoir un deuxième axe que l'on sent avec l'usure, avec cette espèce de burn-out mental dans lequel la société est entraînée, avec cette espèce d'angoisse latente que l'on sent partout. Il peut également y avoir une tentative, ou une tentation plutôt, d'aller au fond. On va au fond, puis on rebondira au fond de la piscine. Donc ça, c'est aussi une stratégie, c'est-à-dire qu'il faut que ça aille encore plus mal pour que enfin nous remontions, nous prenions conscience de ce qu'il faut faire, que enfin le pouvoir revienne au peuple, que enfin, etc. Et cette tendance-là, qui est finalement, elle est illustrée de façon assez frappante par l'histoire de Détroit. Détroit, aujourd'hui, effectivement, il se passe plein de choses intéressantes, mais Détroit, c'était 1,8 million d'habitants avant la crise, c'est 680 000 habitants aujourd'hui.
Donc la question, c'est l'ampleur du choc. Hein. Quand on va au fond, on a entendu, et j'ai entendu des gens dire que bah, finalement, dans cette élection présidentielle, il valait mieux Le Pen, parce qu'après Le Pen, la réaction serait tellement forte que ça serait le sursaut. On l'a entendu. Et donc cette question-là, c'est finalement, est-ce que nous arrivons, est-ce que la stratégie de se dire il faut faire péter la bulle, et puis on verra bien ce qu'il en sort, ou bien est-ce que l'enjeu, c'est de se dire comment on arrive à faire dégonfler une bulle. Voilà. L'histoire du XXe siècle, de ces guerres et de ces millions de morts, montre que l'on peut aller très 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 loin quand on va au fond, qu'on peut creuser très très loin et que l'humanité a d'insondables capacités d'abîme sur elle-même. Et puis, il y a une troisième voie, évidemment, vous aurez compris que c'est la mienne, celle que je choisis, celle que j'essaye de construire, de radicalité, et qui finalement se retrouve parfaitement dans le triptyque que proposait notre amie autrichienne, disant qu'il nous faut évidemment résister, mais il nous faut en même temps transformer, changer la gouvernance, travailler sur la démocratie, et en même temps construire le monde qui émerge. Faire émerger des alternatives maintenant, et donc comment se dire qu'on fait dégonfler la bulle et qu'on ne fait pas éclater la bulle, comment on invente un monde d'alternatives là, plutôt que de se dire qu'on va tout balancer, renverser la table et on verra bien derrière. Voilà. Donc pour moi, Détroit n'est pas une solution, c'est bien de renaître une fois qu'on a pris une claque, mais finalement, tous ceux qui disent qu'il faut aller au pire pour pouvoir rebondir derrière, je leur dis attention, parce que le pire en fait n'est pas connu. Le pire de l'humanité n'est pas connu. Une citation d'Edgar Morin, dans La Voix en 2011, qui caractérise le mieux cela, à savoir qu'il ne suffit plus de dénoncer, il faut énoncer, il faut faire cet effort de sortir du contre-pouvoir pour faire l'effort de énoncer, et il ne suffit plus de rappeler l'urgence, mais il faut décider par où commencer. Nous voulons énoncer un monde positif de demain, énoncer, et nous voulons faire, c'est-à-dire que nous voulons commencer, plutôt que de se dire qu'on va attendre que l'ensemble du monde ait la gouvernance qu'il faut pour finalement faire émerger ce monde de demain. Ce monde de demain, il est là, vous le représentez aujourd'hui, il était chez les écolos hier, il était dans plein de villes, il est dans plein de municipalités en Espagne, il est dans plein de municipalités en Amérique du Sud, il est dans plein de pays en Amérique du Sud. Il se passe beaucoup de choses partout dans ce domaine-là. Donc voilà, finalement, le double choix que nous avons à faire. Donc pour ma part, avec évidemment de gauche, anti-capitaliste, et donc pour la gestion des ressources, plutôt localiste, européen et internationaliste que souverainiste et nationaliste, carrément pour la subsidiarité et la démocratie de terrain et de bas en haut plutôt que le leadership centralisateur. Et je ne suis plus, même si je pense l'avoir été longtemps, anthropocentrique et regardant le monde et l'espèce humaine comme étant finalement la chose la plus aboutie de la Terre qui se doit de mettre en coupe réglée le reste de la Terre. Et d'ailleurs, il y a à ce dernier sujet des réflexions, plutôt de tradition chrétienne bien que non-croyant, mais il y a plein de réflexions assez intéressantes qui revisitent finalement le message, là évidemment avec le pape François et l'encyclique sur le Laudato Si que je vous invite à lire, qui est quand même frappante de réflexion dans ce domaine-là, mais sur finalement notre positionnement et comment l'ensemble d'une société qui a été anthropocène dans toutes ses couches, anthropocentrique dans toutes ses couches, comment des pans entiers de sociétés sont en train de se retourner et de sortir de cet anthropocentrisme et de réinterroger leurs textes avec, et leur philosophie avec ce regard-là. Donc voilà le choix de principe que je fais. Maintenant, nous arrivons évidemment à l'exercice concret. Le choix que nous faisons à Grenoble et le choix que je crois qu'il me semble être intéressant car opérationnel, c'est de travailler sur les communs. Travailler sur les biens communs et travailler sur des biens communs dont la gestion est décentralisée, c'est-à-dire dont le contrôle démocratique peut se faire
Cette expérience concrète passe par des contraintes matérielles liées au fait que nous sommes animaux, nous devons manger, et l'action de faire nous permet de sortir, ce contrôle démocratique de proximité nous permet de sortir d'une de nos impasses, de cette impasse de gauche-droite, de cette impasse de nos origines culturelles ou économiques, parce que quand nous faisons des choses ensemble, nous oublions finalement d'où nous venons, notre histoire ancienne, nos convictions profondes pour faire et partager et découvrir qu'en faisant, en fait, nous partageons beaucoup plus avec notre voisin que ce qui nous semblait faire. Donc le bien commun autour évidemment de la gestion de l'eau, autour de la gestion de l'énergie. On s'est battu à Grenoble pour écarter de notre compagnie de chauffage la tête de pont, le directeur général qui était un salarié de l'actionnaire privé. On a fait pareil pour notre distributeur local, parce qu'on n'est pas avec EDF, on a une entreprise municipale de gestion de l'eau et de l'électricité et du gaz. Écarter là aussi le directeur général d'Engie pour mettre quelqu'un qui soit directement salarié de cette société. On se bat pour reconquérir du bien commun et du service collectif. La gestion de l'air, de l'énergie, nous avons fait beaucoup d'actions pour la lutte contre la pollution de l'air, avec des effets intéressants, puisque cette pollution de l'air, elle a, même si elle frappe de façon majeure les plus fragiles, elle touche tout le monde. La pollution, elle touche tout le monde, la maladie, elle touche tout le monde, et donc c'est des sujets qui sont par nature, qui permettent de dépasser les clivages. Les gens de droite sont malades aussi. Malheureusement, on a beau avoir beaucoup d'argent, on peut mourir bêtement, voilà, c'est la vie de maladie. Là où certains milliardaires nous promettent une vie sans mort, donc là où leur engagement c'est de se dire, je ne sais pas si vous avez vu les patrons de Facebook et autres, là, la nouvelle nouveauté c'est d'éradiquer des maladies, ou maintenant c'est carrément de vaincre la mort. Bon. Sympa comme projet. En fait, le projet, c'est de se dire comment on fait pour vivre en bonne santé, puisque en France, même en France, l'espérance de vie en bonne santé stagne, voire recule depuis 10 ans déjà. Donc on peut passer toute notre énergie à essayer de voir comment on guérit une fois qu'on est malade. On peut aussi passer un peu d'énergie à voir comment on ne tombe pas malade tout de suite. Donc cette gestion du bien commun, elle est fondamentale. Elle se retrouve aussi dans la société civile, avec les monnaies complémentaires, avec l'agriculture urbaine, avec tout ce que nous essayons de développer, de promouvoir, ou de laisser les citoyens les prendre en main plutôt. Elle se retrouve beaucoup dans l'alimentation, évidemment. Dans l'action publique, et ça c'est intéressant, c'est à la fois l'action publique et l'action privée et l'action associative. Et cette gestion des biens communs, finalement, nous permet d'avoir un prisme d'entrée qui est extrêmement intéressant, avec du coup des réflexions démocratiques assez structurantes qui permettent de répondre ou d'entamer une réponse au défi finalement que nous avons, qui est de sortir des logiques consommatrices, y compris pour notre vie politique. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde où nous consommons du politique. C'est-à-dire qu'on élit un mec, et puis après, ou une nana, si possible une nana, mais bon, j'y peux rien, derrière, on lui dit, finalement, règle nos problèmes. Donc on vient consommer du politique, et notre rapport au politique est on est, je pense, nombreux dans cette salle à être contre la société de consommation. Notre rapport au politique, finalement, il est totalement consommateur. Il dit, règle nos problèmes. Or, c'est ce qu'on discutait avec Geneviève à midi, Aristote, c'est être citoyen, c'est apprendre à gouverner et à être gouverné. Donc une fois qu'on a voté, il faut continuer à bosser. Ouais. C'est comme ça, il faut continuer à s'engager. Et donc ça veut dire que le rapport à l'institution ne peut pas rester dans une logique de contre-pouvoir, il doit être dans une logique de coalition. Alors ça ne veut pas dire de collusion, évidemment, mais il nous faut trouver des espaces de coalition où nous faisons avancer les choses ensemble. Et donc, là-dedans, nous avons mis en place des outils intéressants, les budgets participatifs, c'est donc des collectifs d'habitants qui proposent des projets, qui travaillent entre eux pour écrémer, passer de 300 projets à une trentaine ou quarantaine qui sont soumis au vote, et puis derrière, ils sont votés et ils sont implémentés avec les citoyens. Et donc ça force à changer le regard du service public sur les citoyens, parce qu'ils doivent travailler ensemble dans l'implémentation du projet, ils doivent travailler ensemble, et ça force à sortir pour les citoyens de leur regard sur le service public, puisque aussi ils doivent travailler, conduire ce projet avec les services, et donc intégrer aussi les problématiques des services. Un deuxième exemple, c'est les votations et des
votation citoyenne qui permet d'avoir un droit de veto. Un des problèmes de la démocratie française, c'est que les électeurs transmettent leurs contradictions aux élus. Ils sont à la fois pour pouvoir se déplacer comme ils veulent en bagnole, mais plus avoir de voiture parce que ça pollue l'air, c'est pas cool, et puis que quand ils vont acheter des choses au commerce de quartier, ils ont pas envie de pouvoir pousser la poussette, boire une bière tranquille. Et donc on transfère tout cela. Et là où, par exemple, la démocratie suisse, en allant voter régulièrement, chacun est responsable et vient trancher directement sa contradiction, est-ce que finalement, quand je dois voter, je suis pour ma bagnole ou pour ma bière en terrasse tranquille? Nous, on transfère cela, et donc après, on vient gueuler sur les élus une fois qu'ils prennent une décision. Donc ces éléments de votation citoyenne, ils sont intéressants, mais là-dessus, on sent qu'on touche un point dur. Nous sommes attaqués par le gouvernement, qui dit ça, vous n'avez pas le droit de faire. Donc on dit, ben voilà, on va rendre du pouvoir aux citoyens. On pense que le fonctionnement de la démocratie municipale, que en fait la ville, ça n'est pas un espace d'innovation compétitive extraordinaire, comme on veut nous faire croire, mais c'est l'endroit où doit pouvoir se mettre en place une vraie démocratie. Là-dessus, l'État nous dit non. On dit donc les gens, non ça, les élus, là, vous n'avez pas le droit de rendre le pouvoir aux citoyens, nous vous attaquons. Donc il y a là des combats extrêmement fondamentaux. Les préfectures, les préfets peuvent déférer chacune de nos décisions au tribunal. Et donc là-dessus, nous sommes attaqués au tribunal aujourd'hui, nous menons un combat judiciaire pour conserver notre dispositif de votation citoyenne. Donc nous l'avons maintenu et on continue, que ce soit les budgets participatifs ou les votations. C'est juste qu'il va y avoir un procès et nous espérons que ce procès, nous le gagnerons et que ce sera l'occasion de mettre sur la table à quel point, quand on veut faire vraiment une démocratie, autre chose qui n'est pas parfaite, sur laquelle il faut apprendre, etc. Mais déjà, on nous casse et l'État veut nous casser. Et puis, je terminerai pour dire que pour permettre cette nouvelle alliance entre la société civile et les institutions, il nous faut évidemment ces petits outils, et puis il faut aussi penser finalement notre rôle d'élu, non pas comme produisant une vision complète et exhaustive, mais disons étant là pour cadrer l'imaginaire collectif. On a plein d'imaginaires, il nous faut combiner ces imaginaires. Deuxième rôle, prendre des arbitrages et prendre des décisions, donc des cadrages et des arbitrages. Un troisième rôle sur du co-apprentissage, il nous faut nous entraîner à faire des choses, donc comment on s'entraîne ensemble à faire des choses importantes, et donc comment on apprend ensemble. Et un quatrième axe, qui n'est quand même pas anodin également, d'une certaine capacité d'exemplarité, même si nous restons humains et donc plein de contradictions, mais c'est sûr que si je promeus la lutte contre la pollution, l'abaissement de la place de la voiture au profit des piétons et des vélos, et que je continue de me balader dans une voiture avec chauffeur, et avoir une indemnité qui représente les 10% ou les 5% ou les 1%, comme d'ailleurs comme les maires des autres grandes villes, les 1% des gens les mieux payés, et la déconnexion entre d'où je parle et ce que je fais est telle que vous ne m'écoutez plus. Donc il y a dans ces quatre rôles-là, que j'essaye de mettre en œuvre, plus des outils concrets, des amorces de cette nouvelle alliance entre la société civile et les institutions, qui doivent nous permettre de faire émerger ce monde de demain, qui ne règle pas toutes les questions, loin de là, et notamment celle de l'organisation des différentes couches démocratique, qui reste un défi intellectuel de penser encore aujourd'hui. Autre question sur les frontières, l'État-nation. Moi, je vous ai dit, je suis plutôt effectivement localiste, pro-européen et internationaliste. Pour moi, le global, c'est juste le local sans les frontières. Et donc en permanence, nous devons lutter contre les frontières. En permanence, nous avons des frontières. Moi, j'ai des frontières dans ma ville. C'est-à-dire que, alors qu'on a une ville toute petite, c'est la troisième ville la plus dense de France, 18 km² pour 160 000 habitants, on est à 10 000 habitants par km². Les autres villes, les autres métropoles, elles sont entre 3 500 et 5 000. Donc on est 2 fois plus dense que les autres grandes villes. Et malgré cela, les pouvoirs publics et notre imaginaire collectif ont créé des micro-frontières et des micro-quartiers. Et je suis en train d'essayer de dire non, en fait, vous êtes le voisin de tout le monde. On ne peut pas faire comme dans le sketch des Inconnus, en train de dire que dans le village, on est tous évidemment copains, les autres c'est des salauds, mais le village du haut, ils sont un peu bizarres. Et puis la rue d'à côté, ils sont quand même un peu étranges. Et puis bon, mes voisins, c'est quand même... Et puis à la fin, on est tout seul. Voilà. Donc on essaie de recréer, mais il y a des difficultés intenses, parce qu'il y a des frontières imaginaires, des frontières mentales, qui sont très fortes. Et donc partout, il faut lutter contre cela. Donc on doit, aujourd'hui, c'est ce que je disais, on doit inventer des solutions de subsidiarité que pour l'instant je n'ai pas à vous proposer, à part que je suis pour, comme Jean-Luc Mélenchon et bien d'autres, la 6ème République. Les compteurs, nous on a la chance, puisqu'on a une entreprise locale de distribution, donc on n'est pas avec EDF, donc on a un décalage dans le temps.
Hein, donc on a 3 ans de plus, on n'est pas en train de déployer les compteurs Linky aujourd'hui. C'est intéressant de voir, il y a évidemment le contrôle des données qui est un enjeu majeur, qui n'est pas résolu, et puis il y a le principe même, hein, puisque l'application de la directive sur les compteurs intelligents, en Allemagne il a été appliqué en disant ben, les gros consommateurs, donc plutôt institutionnels, industriels, etc., ils doivent mettre ces compteurs-là parce que ça fait une qualité de données, mais il n'y a pas de retour investissement pour les individus, parce que en fait, ce truc-là, le coût de ce truc-là, plus le coût des données, plus machin, etc., en fait, n'est pas rentabilisé par les économies d'énergie qui seront faites. Donc on voit là que l'application française des directives européennes est parfois extrêmement parcellaire, et sert des lobbies. Et là, bah, comme il y a eu le lobby des ascensoristes qui a fait refaire toutes les cages d'ascenseurs de toute la France, parce qu'il y avait 2 gamins qui étaient morts à une semaine d'intervalle, et ben là on a le lobby évidemment du compteur Linky d'EDF qu'on retrouve évidemment dans le domaine de l'énergie avec le nucléaire. Sur l'école, c'est le seul, on a perdu 1 mois, les baisses de dotation chez nous, on a perdu 1 mois de ressources de fonctionnement, hein, l'équivalent d'1 mois. Donc on était négatif quand on est arrivé en 2014, ça c'est le résultat de la gestion d'avant, et on a perdu 1 mois de dépenses de fonctionnement. L'école, c'est le seul endroit où on a augmenté nos dépenses, à la fois nos dépenses de fonctionnement, et ça représente 50% de nos dépenses d'investissement. Donc la question de l'émancipation et la question des enfants, en l'occurrence pour une ville, des écoles primaires, c'est fondamental. Sur le numérique, eh ben, nous faisons le choix, non pas d'éradiquer le numérique, parce que ça n'a pas de sens, on fait des expériences avec le CNRS dans certains quartiers, mais de fait, on n'a pas suivi la mode du numérique, nous n'avons pas fourni des tablettes. Là, ma fille qui est au collège, eh ben, le département a décidé de fournir des tablettes à tous les enfants. Donc on se pose la question on a travaillé pour ça aussi avec Philippe Mérieux, de quel est l'important, le souci pédagogique, l'apprentissage, l'émancipation, et non pas de se dire que l'outil numérique est une solution, une finalité en soi, et donc de fait, nous n'allons pas dans cette direction-là. On le fait évidemment notamment sur la question des migrants, où il y a 400 initiatives citoyennes qui ont été rassemblées dans une plateforme qu'on a mis en place en septembre il y a 2 ans. On a ouvert nos appartements d'instituteurs pour l'accueil de migrants qui n'étaient plus utilisés d'appartements de fonction. On a lancé un camp, un village d'insertion, là aussi sur nos fonds propres. Il y a des assises des migrations en décembre 2016 également. Donc nous sommes en permanence borderline, mais nous jouons avec ça, et nous sommes une institution, donc on ne peut pas être à l'opposé, puisque derrière, eh ben, c'est cassé par la loi. Sur communiquer notre expérience. Ben, communiquer, il faut retourner en fait la question. Aller chercher l'information, diffusez-la. La meilleure communication, c'est le bouche à oreille. Moi, je n'ai accès qu'à un tout petit bout de temps de vous, et encore de vous. Vous êtes surmotivés, enthousiastes et militants, hein, portés depuis des années par des gens comme Geneviève et tous ceux qui ont structuré ce mouvement. Donc vous avez une capacité d'apprentissage. Mais sinon, mon temps, c'est la presse locale, mais qui dit autant que ça va pas du tout que ça va, parce qu'elle dit les deux, et puis comme ça, tout le monde achète. Peu de gens achètent quand même, hein, mais bon bref. Les médias, quand j'ai... là on a passé 2 heures ensemble, quand j'ai 1 minute à la télé, c'est très loin, c'est beaucoup. Et pourtant on a fait beaucoup de 20 heures. Parce que dès qu'on bouge une oreille, en bien et en mal, les médias sont là. Donc on a fait beaucoup de 20 heures de TF1, de France 2, on a fait beaucoup d'émissions, mais tout cela, ça reste extrêmement parcellaire. Rien ne vaut, hein, moi je continue à faire des réunions d'appartements à Grenoble, parce que rien ne vaut le temps où on a un échange, on peut écouter, on peut prendre le pouls nous aussi, que ça soit pas juste en train de livrer notre message, mais de s'imprégner d'une atmosphère, de comprendre des nouvelles choses, d'affiner le discours, les solutions, de sentir tout ce qui se fait de bien et de prendre aussi de l'énergie de tout ce qui se fait de bien. Et donc la communication, ça reste un défi. Hein, sur la baisse des dotations à Grenoble, alors qu'on était négatif et qu'on allait perdre 1 mois de fonctionnement, bon, on a fait des pétitions, tout le monde s'en foutait, on a fait des actions avec les maires de France, tout le monde s'en foutait, on a fermé l'ensemble des services publics en disant, ben, finalement, si vous vous rendez pas compte qu'il va se passer quelque chose et que c'est juste en brossant les dents le matin que vous entendez qu'il n'y a plus de thunes, mais ça fait 30 ans que vous entendez ça, donc finalement vous continuez, et ben on a fermé tous les services publics une journée. Hein, l'accueil des scolaires, les bibliothèques, les piscines, les machins, et donc on a eu un débat en disant, mais on va emmerder les gens. Oui, mais il y a un moment, il faut qu'on capte leur attention. Donc effectivement, on va embêter leur vie quotidienne, mais ils vont se dire, attention, il se passe quelque chose, c'est pas comme d'habitude.
Mais malgré ça, quand on est arrivé avec notre plan d'économie de sauvegarde des services publics en disant ben voilà, il faut qu'on fasse moins 14 millions, voilà les axes sur lesquels nous les faisons et voilà comment on va les faire, il y a quand même évidemment ça rue dans les brancards, ce qui est normal puisqu'on s'attaque à des symboles. Voilà. Merci.